Salam alaikum, Azul, bonsoir. Je crois que ce n'est pas être alarmiste du tout, et même rester très mesuré, que de dire que tous les clignotants sont au rouge en Algérie. Et c'est d'ailleurs le régime lui-même qui le dit, et même qui embouche les trompettes de l'alarme pour faire savoir qu'il n'aura même plus d'argent pour payer les salaires des fonctionnaires, et même des députés, et même des sénateurs, s'ils ne fabriquent pas de la fausse monnaie. Oui, ça clignote de partout lorsque du cœur même du système, deux parmi les trois hommes politiques qui viennent de lancer un appel à la nation et qui ont demandé à actionner la procédure d'empêchement du président se trouvent être l'un un général à la retraite et l'autre un dignitaire matriciel du régime depuis toujours. Le troisième, Ali Yahya Abdel-Nour, connu pour ses sempiternelles prises de position contre le pouvoir et qu'il a toujours dénoncé, semble n'avoir été choisi que pour un surplus de caution pour cette initiative. Même si les deux autres personnalités jouissent, par ailleurs, malgré leur appartenance au pouvoir qu'ils dénoncent, aujourd'hui, d'une relative considération publique. Ça clignote de partout lorsqu'un énergumène agresse violemment un président de parti qui accuse son beau-père, et néanmoins ex-secrétaire général du FLN, d'avoir fait, entre autres propriétés en Europe, l'acquisition d'un logement de grand standing dans le quartier très huppé de Neuilly. Une agression qui a envoyé le dit politicien à l'hôpital et qui a choqué tous les Algériens. En plus d'avoir fait les gorges chaudes de l'opinion publique française, tout particulièrement celle de l'extrême droite, qui jubile et en profite pour suggérer que certaines populations ont la violence dans leur gènes. Et ça clignote de partout lorsque des émeutes à Ain Beida se soldent par 3 morts parmi la jeunesse qui a manifesté son ras-le-bol. Des manifestations qui n'ont pas soulevé la moindre solidarité dans le reste du pays. Chacun pour soi. Et ça clignote de partout lorsque, à l'occasion de la visite du Premier ministre russe, la télévision publique algérienne diffuse des images de sa réception, de la réception de ce Premier ministre, par le président de la République, et que tout le monde se rend compte que ces images datent d'une précédente visite qui a eu lieu il y a 4 ans. Ça clignote de partout lorsque le Conseil des droits de l'homme en Suisse pointe du doigt l'Algérie quand la gouvernance Bouteflika est dénoncée pour être sexiste, répressive, peu scrupuleuse des droits de l'homme et représentant une menace pour ses femmes et ses enfants, lors d'une session boudée par quasiment toutes les nations dans une salle vide, comme ce fut d'ailleurs le cas lors de la dernière session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, où le représentant de l'Algérie a fait son intervention devant des sièges vides. Une salle aux 3/4 vide, du moins. Et ça clignote de partout lorsqu'à la veille des élections communales, le président de l'AIS, haute instance de surveillance des élections, M. Abdelwahab Derbel, dont la proximité avec le régime est pourtant patente, déclare publiquement qu'il n'y a quasiment pas de fichier électoral national. Ce sont ces termes. Après que le ministre de l'Intérieur ait reconnu la réalité de plus d'1 million d'électeurs doublement inscrits sur le pseudo et même fichier électoral national qui n'existe pas donc. Ça clignote de partout lorsque le Premier ministre remet sur la table le projet d'exploitation du gaz de schiste dont tous les experts conviennent à l'unanimité qu'il est impossible, quasiment impossible, de le concrétiser sur le terrain et que dans le meilleur des cas, ce n'est là qu'une grossière diversion. Dans le même registre que celle de l'impôt sur la fortune, par ailleurs, dont il affirme que c'est se moquer du monde que de déclarer pouvoir y recourir dans un pays où les 3/4 de la masse monétaire en circulation sont thésaurisés dans des sacs poubelles. Et si j'arrête là,
ce n'est pas parce que ce sont les seuls clignotants, mais parce que, point trop n'en faut, les gens sont fatigués. C'est peut-être même à cause du nombre effarant de graves problèmes qui s'abattent tous les jours en même temps sur ce malheureux pays que les gens semblent ne plus rien ressentir parce que trop, c'est trop. Alors ils ferment les yeux et leurs oreilles et adviennent que pourra. Aujourd'hui. Le matin, la diplomatie algérienne en difficulté à l'Organisation des Nations Unies, par Michel Gour. Le soir d'Algérie, Abdelwahab Derbal à partir de Bouira. Il n'y a pas de fichier électoral national, par YY. El Watan, déclaration de Ahmed Taleb Ibrahimi, Ali Yahya Abdenour et Rachid Ben Yeles. Trop, c'est trop, par Ahmed Abdenour, Ali Yahya, Rachid Ben Yeles et Ahmed Taleb Ibrahimi. Algérie, inquiétante effervescence, c'est le titre de notre émission pour aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Rachid Mesli, avocat et directeur juridique d'Al-Karama qui nous parlera depuis Genève, Larbi Zouaimia, analyste politique qui nous parlera depuis les USA, qui sera avec nous en Skype, et Saïd Aknin, militant des droits de l'homme, qui est là avec moi. Merci à vous trois d'être des nôtres. Nous allons commencer par Rachid Mesli, qui nous a demandé de le libérer un peu tôt. Il a affaire. Merci d'être avec nous, Rachid Mesli. Je te remercie, Jamel, pour ton invitation et j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs d'El Magharibi. Merci. Alors, Rachid Mesli, cette condamnation lors de cette session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, l'Algérie affirme qu'un grand nombre de recommandations formulées par les pays membres ont déjà été appliquées, ce qui revient à dire qu'elles n'avaient même pas lieu d'être en fait. Quelles sont ces recommandations dont l'Algérie dit qu'elles ont été appliquées? Vous avez des exemples? Bon, alors écoutez, je voudrais d'abord faire un petit rappel sur la situation des droits de l'homme et en particulier un petit peu comment l'Algérie est perçue au niveau non seulement du Conseil des droits de l'homme, mais également au niveau des divers comités. L'Algérie est sur la sellette depuis de très nombreuses années, pas seulement pas seulement à l'occasion de cet examen devant le Conseil des droits de l'homme, mais elle est également sur la sellette devant les principaux comités des Nations Unies, le comité contre la torture, le comité des droits de l'homme, et cela fait depuis de nombreuses années que les graves violations des droits de l'homme sont régulièrement relevées par tous les experts des Nations Unies. Il faut également peut-être aussi rappeler que l'Algérie a ratifié la plupart des conventions internationales des droits de l'homme, ce dont d'ailleurs elle s'enorgueillit souvent à l'occasion des discours de ses représentants, mais tout en oubliant de dire que si l'Algérie a ratifié ses principales conventions, elle l'a fait en 1989, c'est-à-dire juste après l'ouverture démocratique qui a eu lieu après les événements d'octobre 88. Bien sûr, elle n'aurait jamais ratifié ces conventions après le coup d'État de 92. Quelles sont ces conventions, Rachid Mesli, qu'elle a ratifiées donc en 89 et qu'elle n'applique pas, malgré bien qu'elle les ait ratifiées? Alors évidemment, il y a tout d'abord la convention, le pacte international sur les droits civils et politiques qui garantissent aux citoyens algériens tous leurs droits civils et politiques tels qu'ils sont d'ailleurs énoncés dans la Charte universelle des droits de l'homme, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est le texte le plus important en matière de droits de l'homme, mais il y a également et bien évidemment la Convention contre la torture qui a été également ratifiée en 89 par l'Algérie, d'autres textes peut-être moins importants comme les protocoles
qui permettent de saisir les comités ont également été ratifiées pendant cette période. Et évidemment, toutes ces conventions internationales ont ensuite régulièrement et gravement été violées par les autorités algériennes, par le régime algérien, depuis leur ratification. Alors, oui. Cet examen en fait a déjà eu lieu le mois de juin 2017. Au cours de ce premier round, de nombreux États ont formulé des recommandations. Il faut savoir que l'examen périodique universel est un examen qui est fait par les pairs, par les États, par les autres États. Tous les États du monde examinent la situation d'un État particulier et tous les États sont examinés. Alors, à l'occasion de cet examen, les autres pays formulent des recommandations. Bien évidemment, ces pays étudient la situation des droits de l'homme, en particulier en étudiant les rapports qui sont également fournis par l'ONU et par les associations et les organisations des droits de l'homme. Comme la vôtre, par exemple, Al-Karama, qui a formulé donc des rapports. Comme la nôtre, oui, évidemment, nous avons soumis un rapport au Conseil des droits de l'homme, comme nous soumettons des rapports aux divers comités, et nous avons également rencontré des représentants des États, les ambassadeurs ici à Genève, et nous les avons informés de la situation des droits de l'homme en Algérie et dans les autres pays arabes sur lesquels nous travaillons. Donc, les pays savent, les représentants diplomatiques de ces pays connaissent la réalité de la situation dans chaque pays. Ils savent très bien ce qu'il se passe également en Algérie et ils ne manquent pas en privé de rire sous cap lorsque, par exemple, ils abordent la question. Souvent, on nous dit « Alors, et votre président ?» Il est toujours vivant, vous savez, ce genre de blague qu'aujourd'hui, même les États africains les plus pauvres font à propos de l'Algérie. Malheureusement, la diplomatie algérienne aujourd'hui est quasiment moribonde. Il est bien sûr très difficile de défendre un gouvernement qui n'existe pas et un président fantôme et un pays qui ne fonctionne pas. Mais il y a aussi, bien évidemment, tous ces pays dénoncent également la situation actuelle des droits de l'homme en Algérie. Mais justement, dans votre communiqué d'Al-Karama, vous affirmez qu'un certain nombre de recommandations ont été quasiment rejetées par l'Algérie. Quelles sont-elles, ces recommandations qui ont été rejetées ? Alors, par exemple, il y a d'abord des recommandations qui sont considérées comme ayant déjà été mises en œuvre, c'est-à-dire qu'elles ont déjà été appliquées par le gouvernement algérien. Ces recommandations, par exemple, il y a par exemple celle de garantir l'exercice effectif de la liberté d'expression, de réunion et d'association en réformant la législation. Voilà, là, tout le monde sait en Algérie que la liberté d'expression n'est pas garantie, que la liberté d'association est régulièrement violée, puisque des associations ne peuvent même pas prétendre formuler une demande devant l'administration et que cette demande soit acceptée. Il y a également d'autres recommandations que l'Algérie affirme avoir appliquées, comme celle d'avoir invité les rapporteurs spéciaux des Nations Unies. En fait, par exemple, l'Algérie a invité certains rapporteurs spéciaux. Par exemple, le rapporteur spécial qui traite de la question du droit à l'alimentation ou du droit à l'accès aux soins ou du droit à l'eau et à l'assainissement, par exemple. Ce sont des procédures spéciales des Nations Unies qui sont tout à fait secondaires et sur lesquelles il n'y a aucun problème. En Algérie, si on invite le rapporteur spécial sur le droit au logement, il va effectivement constater que des milliers ou des centaines de milliers de logements ont été construits et il va faire un rapport en ce sens. Par contre, et ce qui est les procédures spéciales les plus importantes sont celles qui concernent les droits les plus importants. Le droit à la vie, le droit à ne pas être torturé, le groupe de travail sur les disparitions forcées.
Et là, bien sûr, bien évidemment, l'Algérie refuse systématiquement toute demande de ces Mais rapporteurs est-ce spéciaux que vous à visiter n'exagérez l'Algérie. pas un peu, Rachid Mesli, en affirmant que l'Algérie refuse les décisions de l'ONU, qu'elle rejette systématiquement toutes ces décisions, puisque la délégation algérienne a affirmé, par la voix de son ambassadeur à l'ONU, qu'elle est un pays qui collabore parfaitement avec l'ONU en matière de droits de l'homme et que cette coopération, je reprends ces termes, est pleine et entière. À titre d'exemple, il affirme que l'Algérie a adressé des invitations aux rapporteurs spéciaux de l'ONU pour venir visiter le pays et constater d'eux-mêmes que tout va bien en Algérie, dans ce pays. Eh bien, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Ils ont effectivement envoyé 5 ou 6 invitations à des rapporteurs spéciaux tout à fait secondaires. Mais il y a des rapporteurs spéciaux ou des groupes de travail qui sont beaucoup plus importants au niveau de l'ONU. Les groupes de travail qui traitent de la question des disparitions forcées, par exemple, ont demandé depuis plus de 15 ans à visiter l'Algérie et systématiquement les visites sont refusées, sont rejetées ou bien sont acceptées mais on ne fixe aucune date. Donc dans la réalité le groupe de travail ne peut pas se rendre en Algérie. En fait, l'Algérie ne collabore pas du tout avec les procédures spéciales des Nations Unies. La preuve est que toutes les décisions qui sont rendues tant par les groupes de travail que par le Comité des droits de l'homme, par exemple, n'ont jamais été appliquées ou exécutées en Algérie. Rachid Mesri, avant de vous libérer, de donner la parole à nos autres invités, une question, je vous demanderai de nous répondre de façon très succincte. Comment expliquez-vous que dans les 2 occasions, cette fois-ci à Genève et lors de la dernière session de l'Assemblée générale de l'ONU, les salles étaient quasiment vides, que les représentants successifs de l'Algérie s'adressaient à des chaises vides quasiment? Écoutez, moi, quand je suis rentré dans la salle du Conseil des droits de l'homme pour l'examen de l'Algérie, j'ai entendu des participants dire « Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils boycottent la séance ?» Les gens se sont posé la question de savoir s'il y avait un boycott, non seulement parce que la salle était quasiment vide, mais également parce qu'aucun ambassadeur n'était présent. Même les pays qui étaient présents ont envoyé un secrétaire d'ambassade ou une personne tout à fait secondaire, alors que lorsqu'il y a l'examen de pays considérés comme importants ou sérieux, bien évidemment, ce sont les ambassadeurs qui assistent à la séance. Rachid Mesli, merci. Merci beaucoup, en espérant vous revoir bientôt. L'Arabie Zouémia et Saïda Knin, j'aimerais que vos interventions soient très enlevées, si je peux dire, pour que nous puissions aborder tous les sujets. L'Arabie Zouémia, merci d'être des nôtres. Alors, l'Arabie Zouémia, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la situation en Algérie commence à dégénérer quasiment? Écoutez, le problème c'est que bon, ce que fait les gouvernements est visible, certainement. Donc l'anarchie, cette anarchie dans laquelle le pays est plongé, on a une idée. Le problème c'est que ça éclate de partout aussi en matière de contestation et ça risque de déraper parce que les facteurs de dérapage, si à jamais il n'y aura pas une correction ordonnée, pas coordonnée, ordonnée, et s'il n'y aura pas un passage ou un changement dans la paix, parce que c'est très difficile de changer un régime dans l'anarchie. C'est gravissime. Parce que nous risquons... Oui, allez-y, allez-y, je vous en prie. Tout à fait normal. Ça ne fonctionne pas. C'est un pays à l'arrêt, c'est normal. C'est un pays où un Premier ministre vient devant les députés pour dire, pour dire que le pays est en cessation de paiement. Même les pays en guerre ne peuvent pas faire de genre de déclaration. C'est gravissime. Restez avec nous, l'Arabie Zouémia. Nous allons aborder
Après l'avis de Saïd Akinine sur la situation, nous allons aborder les points que nous avons cités, point par point, très vite. Alors, d'abord, votre appréciation sur la situation de façon globale. De toute façon, les signaux sont là. Nous franchissons des lignes rouges à tous les niveaux, que ce soit sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan éthique et sur tous les plans. Ceci est dû à une situation où il y a un foisonnement d'impasses qui vont se regrouper forcément dans un marasme généralisé, parce que ceux qui sont dans l'impasse ne sont pas ceux qui gouvernent, et là je m'y attellerai tout à l'heure, mais c'est plus le peuple et les richesses populaires qui en pâtissent d'une situation d'ingouvernabilité du pays. C'est-à-dire aujourd'hui, le pays n'est pas gouverné. Très bien. Alors, nous allons commencer à parler un peu des points que nous avons soulevés. Puisque vous avez la parole, Saïd Akinine, vous la gardez. Ce fameux appel des trois. Moi, j'avoue que j'ai été très étonné de voir, par exemple, parmi les gens qui appellent, Talbi Brahimi, qui est un enfant du régime, un homme, il est très honnête, il est très apprécié par la population, mais il est toujours resté dans le cours d'eau, si je peux dire. Vous savez, nous sommes dans une situation où, comme disait Zouaimia, il suffit d'une étincelle pour qu'il ne restera de ce pays que cendres et fumée. À ce point de gravité? C'est pire que cela, parce que le pays a perdu des pans entiers de sa souveraineté. Le pays a fait perdre à la jeunesse son espoir et son espérance. Ceux qui détiennent les leviers de gouvernance dans le pays ne sont pas là à gouverner le pays, ils sont là à faire tout pour se maintenir en place et négocier leur maintien sur l'échiquier international. Parce qu'à un certain moment, leur maintien ne dépend que de leur allégeance et des concessions qu'ils vont faire aux puissances internationales. Mais là, en l'occurrence, comment expliquez-vous que deux parmi... nous ne parlons pas d'Ali Yahya Abdel-Nour qui est un peu dans son profil, mais le général Yilles et Talbi Brahimi qui en arrivent à demander à ce que la procédure d'empêchement soit mise en place, en branle. Est-ce que c'est parce qu'ils ressentent la gravité de la situation? Est-ce une histoire de clans qui s'affrontent? Je n'irai pas jusqu'à dire que Talbi Brahimi, pour lequel j'ai beaucoup de respect, général Ben Yilles, qui avait écrit un bouquin où il a mis à nu un certain nombre de pratiques. Un livre remarqué par ailleurs pour tout ce qu'il a apporté d'informations. Je pense que même, à moins que si ma mémoire me fasse défaut, qu'il avait démissionné en 1988 suite à ce qui s'était passé au cours des événements du 5 octobre. Parfois, il y a des sursauts de conscience. Parfois, il y a des situations qui interpellent le fin fond de nous-mêmes, y compris dans n'importe quelle position que nous sommes. Et d'ailleurs, je vous donne un indicateur. Le ministre de l'Intérieur a menacé les policiers qui vont se mettre dans l'opposition de sanctions. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'au stade où est arrivé le pays, certainement, y compris ceux qui sont à l'intérieur, y compris ceux qui avaient l'habitude d'avoir des privilèges, y compris, il y a toujours des enfants de bonne famille, y compris à l'intérieur de ce système, à l'intérieur de toutes les institutions, y compris l'institution militaire, y compris le DRS. Il y a des enfants de bonne famille qui, parfois, de par leur passé, ont fait des erreurs. Mais faudrait-il les condamner? Faudrait-il leur fermer la porte? Mais aujourd'hui, on a atteint un stade de non-retour. Si ces personnes, et tant d'autres aussi, et je n'irai pas jusqu'à dire qu'on m'a plagié, on ne m'a pas plagié. L'essentiel, est-ce que toutes les synergies aujourd'hui se coordonnent pour libérer ce peuple, libérer de cette patrie du joug. Un peu comme un bateau qui coule, où tout le monde est dedans, donc on a intérêt à ce qu'il ne coule pas, parce qu'on coulerait nous-mêmes avec. Larbi Zouaimia, sur le même sujet. Écoutez, Sylvain Chinouf, nous risquons de tomber dans un tintamarre de brouhaha en tohu-bohu, qui va nous taper, nous saper et nous happer. Parce que
Le problème, la problématique actuellement, nous sommes dans un genre de terra nullius. Il n'y a pas de président, c'est un président. Il n'est pas là, il n'y a pas de président. Certainement, il y a une bande qui transcrit le mal chaque jour, qu'on le voit, qui est en train de filer du mauvais coton, on le voit. Mais le problème actuel, nous sommes un pays qui est à l'arrêt. Nous sommes un pays qui est à zéro dans le commerce international. Nous sommes un pays qui est en train de chercher des réponses immédiates sous la pression à des problèmes d'électrification de son gaz, où il invite un Premier ministre de la Russie pour, semble-t-il, créer un programme nucléaire pour alimenter les populations en énergie. C'est un pays qui est sous pression, c'est gravissime. Nous estimons que tous les gens ont le droit de s'exprimer comme Taleb ou Ben Yellis. Les gens ont le droit, c'est la bourse. C'est la bourse des idées, c'est la bourse politique. Oui, mais l'Arabie Zouémia, le fait, ce n'est pas qu'il n'ait pas le droit, le fait qu'il se soit exprimé alors que jusque-là ils se sont tus, ils n'ont rien dit, pas un mot sur l'application de l'article 102, et là ils sortent de leur cocon et ils s'expriment de façon très extrême, très musclée, très vigoureuse. Certainement, parce que certainement ils ont cette éducation du régime, ils étaient des responsables. Nous sommes nés avant eux en matière de contestation parce que nous sommes libres, plus libres qu'eux. Eux, maintenant, ils voient que la situation est gravissime, c'est juste, c'est tout à fait juste. Ils voient d'autres choses qu'on ne voit pas parce qu'ils ont des liens, ils ont des fils, ils ont des contacts, certainement. Ils apprécient d'un autre côté, ils voient ce qu'on ne voit pas aussi parce que nous sommes loin, nous sommes dans une autre place. Mais j'estime que si ces 3 personnes ont fait une lettre aussi, ça veut dire qu'on n'est pas en train de des mensonges, des contre-vérités. Voilà, c'est ça ce que je dis. Alors, nous allons prendre les autres points. Je vais vous demander d'être assez brefs, l'un et l'autre, pour pouvoir tous les traiter, pour pouvoir en parler. L'affaire Elkez. La première des choses, je condamne et je me solidarise avec Rachid. D'ailleurs, j'avais publié sur les réseaux sociaux le message que je lui ai envoyé. Simplement, cette situation, ce n'est pas un cas isolé. Et ils avaient, depuis l'indépendance confisquée, le peuple se fait agresser et ceux qui, à des niveaux différents, représentent le peuple se font agresser les uns après les autres d'une façon ou d'une autre. Il y a certains qui ont fait la prison, il y a d'autres qui ont été torturés, d'autres qui ont été exécutés, qui ont été pillés, exactement, qui ont été licenciés, poussés à l'exil. Ouais. Et on arrive dans une situation où, effectivement, les biens mal acquis doivent être dénoncés à tous les niveaux sans pour autant faire un objet de fixation, ni sur telle personne, ni sur une autre, ni prendre parti avec tel clan, ni avec un autre. Ni aujourd'hui, il y a 5 000 milliards de dollars, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes, qui se sont volatilisés des caisses du peuple algérien. 5 000 milliards. 5 000 milliards de dollars. Et là, je n'invente absolument rien. Je n'amplifie pas les chiffres. Moi, je n'ai jamais entendu un tel chiffre. Moi, je l'ai lu, le chiffre. Et ce n'est pas moi je n'ai pas les capacités à la fois intellectuelles, d'investigation et autres pour pouvoir avoir un tel chiffre, mais je l'avais lu. Avec tel argent, on peut rebâtir d'autres continents. On peut aller habiter Mars. Et là, à ce niveau, justement, il y avait d'abord la candidature du sombre proxénète. Ça veut dire quoi? C'est un message offert. Celui qui est supposé avoir assassiné El Msili. Exactement. Qui s'est porté candidat dans une mairie là où il habite. Exactement. Et d'ailleurs, suite à la mobilisation des richesses populaires et surtout à l'appel de la jeunesse, sa candidature a été retirée. Mais nous ne resterons pas là parce que le problème, ce n'est pas retirer sa candidature ou la laisser, mais c'est la vérité et la justice pour ce crime d'État, ce crime de la raison sécuritaire d'État. La deuxième des choses, c'était les agressions, la clochardisation de la société. Nous voyons ce qui se passe actuellement dans un certain nombre de régions où ils veulent créer des abcès de fixation, même à l'échelle microscopique. Avant, c'était à l'échelle des wilayas, ce qui s'était passé avec la Kabylie en 2001, c'était ce qui s'était passé avec Il Mzab en 2012-2013, et ce qui s'était passé avec Ain Amenas à un certain moment. Ils veulent créer des objets de fixation, c'est-à-dire des condensés de fixation, par
la clochardisation de la société, c'est-à-dire créer de l'insécurité pour créer un besoin de sécurité. Et ça, c'est les spécialistes de l'ingénierie sociale, c'est les spécialistes de la manipulation de la société qui leur ont conseillé ça afin que la société ne s'intéresse pas réellement au véritable problème. Alors que le véritable problème aujourd'hui, il est politique, c'est l'illégitimité de ceux qui gouvernent le pays. Il n'est même pas économique. Pourquoi? Parce qu'eux, ils nous disent qu'ils vont faire recours à tel ou tel procédé. Mais quand le pays était riche, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont dilapidé les richesses du peuple. Alors la seule solution aujourd'hui, c'est qu'ils partent définitivement. Alors, l'Arbi Zouemia sur cette agression de Rachid Nekez? Écoutez, c'est Benchenouf, moi, vous connaissez ma position vous connaissez ma position concernant ce monsieur, donc, bon, on ne perd rien, donc, si on ne la connaît pas, ce n'est pas essentiel. Je dis tout simplement que cette personne-là a le droit d'aller à la police, déposer plainte et demander réparation. C'est un état de droit, la France est un état de droit. Ce qui m'a déplu un petit peu, c'est que moi, j'aime pas les familles, j'aime pas qu'on cite des familles, j'aime pas ça. J'aime pas qu'on cite les parents des gens, les grands-pères et les grands-parents des gens, Bent Flan, Wild Flan, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement si le beau-fils de Saadane il fait partie du régime, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement si Saadane il fait partie actuellement de la trilogie, combien qu'il a pris, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne considère pas Nekez comme un opposant. Je le considère, il est opposé à quelque chose. Je connais son histoire. Bon, je ne vais pas profiter de cette situation dans son absence pour parler dans son dos. Je n'ai pas cette éducation qu'il vient et je peux m'expliquer. Je considère opposant comme Jelili Soufiane, qui a un parti qui fait des actions du tac au tac. Je considère qu'opposant qui est Belhaj, c'est liberté individuelle, comme les droits de l'homme, c'est universel. Il a le droit. Rien ne peut se faire en dehors du juge et le juge doit s'en tenir à la preuve. Et Belhaj, il doit. Je ne vais pas tomber dans des trucs, un petit peu dans des raisonnements un petit peu qui dérangent un petit peu à l'horloge. Mais je considère que ce monsieur est attaqué par un pouvoir. Ça, c'est un opposant. Il a le droit à sa liberté, d'aller prier, d'aller circuler, d'avoir un passeport. Mais je considère que Belkhelef, c'est un opposant. Je considère que Zetot, il vient, il développe des idées, il guide des positions, il exprime. Mais qu'est-ce qu'il y a avec sa filmothèque qui déplace d'Alger jusqu'à Ménamar revenir? C'est qui paye Je connais qui paye ses billets, mais l'Arbi Zouemia, au sujet des conséquences. Au sujet des conséquences de cette agression, vous savez qu'ils sont des milliers, je dis des milliers, pas des centaines, de grands commis de l'État algérien, des barons du régime, qui ont investi en France, qui ont acheté des propriétés à partir d'argent douteux et qui aujourd'hui ont un projecteur fixé sur leurs petites et grandes affaires et ils sont très inquiets. Est-ce que vous pensez que ça pourrait dégénérer pour eux? Si Jamel, vous savez que je ne peux pas déplacer le débat. Pour moi, il y a Yahya. Je connais les personnes, c'est-à-dire l'arithmétique est là, elle est claire, elle est précise. Vous-même, on vous a attaqué dans le frère de votre grand-père, alors que les gens ne savent pas. Moi, je connais l'histoire de votre grand-père. Ils vous ont attaqué. Je connais qu'il a aidé après 1945, c'est mon grand-père qui m'a dit à Guelma, parce qu'ils avaient des prisonniers et des morts, et des gens sont venus aller à Guelma pour le voir. Il était à la hauteur, il était dans le cadre des élus, de la fédération des élus. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Je ne sais pas. À ce moment-là, il n'y avait pas de révolution, mais le monsieur a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, on vous juge en fonction. Ça, c'est injuste. On vous juge dans votre vie privée. Vous êtes immigré en France, on vous juge. Ça, c'est pas bien. On ne va pas passer aussi notre vie avec quelqu'un qui vient devant la fille de Saadani. En quoi la fille de Saadani elle est coupable? De Brasso Beba, c'est à Saadani. C'est à Saadani. Pourquoi on n'est pas allé devant la villa de Ouyahia? Pourquoi on n'est pas allé devant les 34 millions qu'a pris Bjaoui à Abu Dhabi? Pourquoi on n'est pas allé devant le couche à Ntagé Salah? C'est ça la véritable question. Pourquoi Saadani? Parce que Saadani, il fait partie
Je ne sais pas. Est-ce que c'est un idiot utile? Est-ce que c'est un fonctionnaire? Est-ce que Khaddam Al Bouteflika? Ça, c'est son affaire. Mais il ne fait pas partie de la trilogie du pouvoir assassin mafieux qui a dilapidé, qui a tué à sa tête un certain Ouyahia et un certain général Tawfiq, assassin et criminel. C'est ça la véritable question. Alors, les émeutes de Ain Baida, qui ont fait 3 morts, passaient quasiment inaperçues, personne n'en a parlé. La presse a juste mis quelques entrefilés. Et ce sont des émeutes comme d'autres qui éclatent un peu partout en Algérie et dont on ne sait rien. En effet, il n'y a pas un jour où il n'y a pas d'émeute à l'échelle locale. Maintenant, la question qu'il va falloir se poser, parce que ce qui s'est passé à Ain El Baïda, je crois qu'il y avait un jeune de 19 ans qui a été arrêté et suite à sa sortie des commissariats de police, il est décédé. Oui. Et puis, il y avait eu tout un mouvement de contestation. Une femme de 60 ans, d'ailleurs, je présente mes condoléances à la famille et à toutes les familles. Et je me solidarise aussi avec les citoyens de cette région, une région semi-aride dont 49% de jeunes sont au chômage. 49% de jeunes sont au chômage. Ces émeutes, ce n'est pas l'expression d'une volonté de Stan Smith, comme ce fut le cas en 88. Comme ils disent. Ce n'est pas non plus, comme disaient un certain nombre d'analystes qui veulent nous inventer un concept, à savoir la révolte des affamés. Ce n'est pas la révolte des affamés non plus. C'est un ras-le-bol généralisé qui éclate par-ci par-là, mais ce dont on a peur, c'est qu'à un certain moment, il y aura des contre-feux, comme ce qui s'était passé à un certain moment à Béjaïa, qui vont être allumés pour pouvoir avorter un processus qui, naturellement, va mûrir, et espérant qu'il ne va pas prendre la forme violente, mais il va prendre une forme de dissidence des consciences. Maintenant, la question que je me pose, pourquoi les médias ne font pas écho de ce genre d'événements? C'est la question fondamentale. Fondamentale, en effet. Nous allons la poser à l'Arabie Zouémia, Ain Baida, et donc pourquoi les médias ne font pas leur devoir d'informer? Vous connaissez l'histoire des médias comme tout le monde, comme beaucoup de gens. Vous savez que les médias ont été structurés un petit peu d'une manière... c'est la gauche de l'intellostellaire, elle est à Alger. Donc, s'il y a une journaliste à qui on lui refuse de vendre un paquet de cigarettes, bon, ça sort immédiatement sur les pages. Et puis, Ain El Baida, c'est Ain El Baida, ça ne veut rien dire pour eux. Parce qu'on n'a pas aussi développé ce qu'on appelle Think Local First, donc penser localement first. Donc, c'est pour cela qu'il n'y a pas ce qu'on appelle une décentralisation, même en matière d'information, à ce que les gens peuvent vivre l'actualité au niveau local et s'occuper de leur cité. Ain El Baida, c'est le désœuvrement des jeunes. Donc, c'est une catastrophe aussi. C'est une catastrophe. Il y a une jeunesse qui est vraiment dans une paupérisation allant crescendo. Et la condition sine qua non, pour que ça ne dérape pas, il faut immédiatement faire déguerpir ce pouvoir et le mettre en congé définitif. Je pense que la situation de la jeunesse est calamiteuse, elle est catastrophique. Elle ne s'exprime pas peut-être dans des bateaux, mais en profondeur dans les zones reculées et à l'intérieur du pays. Vraiment, c'est lamentable. Et pour enchaîner sur l'information en Arabie Zouémia, le NTV a donc diffusé des images de Bouteflika en train de recevoir Medvedev, le Premier ministre russe, sauf que ces images datent de 4 ans. Ça veut dire, sans dire Bouteflika a reçu Medvedev, mais le fait de passer ces images a suggéré que Bouteflika l'a reçu, qu'il était debout, qu'il lui parlait. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes en train de compter presque ce qu'on appelle la débandade. La débandade n'a pas de limite. La débandade, elle s'exprime chaque jour devant nous dans une crise où, vous savez, c'est presque une référence qui est devenue pour moi vraiment capitale. Cette référence que le Premier ministre, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que vous êtes avec moi? Il a dit que 1000 milliards,
c'est vraiment, j'ai jamais vu ça. 1000 milliards, ça sous-entend, si jamais, c'est en fourchette de projets provinciaux au Canada et en projets d'État aux États-Unis, c'est 250 000 projets de 4 millions qui sont gérés en fonction des lois de l'État. D'accord? Et pour expliquer 250 000 projets dans une heure de temps, ça, c'est vraiment, on se moque exactement de cette population, de ce peuple. Et c'est pour cela que la débandade devient inquantifiable, inqualifiable, et nous sommes vraiment dans une situation unique et inique. Voilà. Alors, nous allons donc, il nous reste à peu près 10 minutes, donc nous allons aller un peu plus vite. La haute instance de surveillance des élections, monsieur Derbel. Monsieur Derbel a donc déclaré il n'y a pas de fichier électoral national. Pourtant, monsieur Derbel il n'a pas approuvé sa proximité avec le régime. Il est vraiment très, très conciliant. Nous l'avons vu lors des dernières élections. Comment en est-il arrivé à faire une telle déclaration après celle du ministre de l'Intérieur qui a reconnu qu'il y a 1 million d'électeurs doublement inscrits? Ça dénote une chose. Ça dénote que il y a un contexte. Et ce contexte, il est fertile à toutes les formes de déclarations qui parfois sont tellement contradictoires qu'on crée une certaine forme d'invisibilité, d'illisibilité, allant jusqu'à douter de l'appartenance des uns et des autres et de leur sincérité. Le contexte, c'est quoi? Aujourd'hui, la question fondamentale qui se pose, c'est l'héritage du système et des cercles, à la fois les cercles informels de distribution de la richesse et les cercles informels du pouvoir. Quand on fait ce genre d'aveu, la première chose qu'il va falloir faire, c'est dissoudre toutes les assemblées. Sinon, c'est un aveu qui n'a aucun sens. Nous sommes à la veille des élections communales. Est-ce que ça va compromettre, ça, une telle déclaration? Oui, mais ça compromet déjà les élections passées. Ça compromet tout ce qui a été fait avec ce fichier. Parce qu'avec ce fichier qu'il y avait eu les législatives, entre guillemets, c'est avec ce fichier qu'il y avait eu toutes les élections qui sont passées. Aujourd'hui, le système et le pouvoir et le régime et ceux qui l'incarnent individuellement, du moins la face visible du régime, doivent demander pardon et partir. Parce que si on reste au niveau des déclarations, on n'en sortira pas et eux, ils sont dans une certaine forme parce qu'on assiste à une forme de débat qui, parfois, c'est artificiel. C'est des débats c'est comme s'ils veulent occuper l'espace du débat pour pouvoir justement nous éloigner des véritables problématiques. Quand on voit la polémique aujourd'hui autour de l'appartenance et de la non-appartenance au GIA, des uns et des autres, et de surcroît par la bouche d'intellectuels, sans pour autant poser la véritable problématique de la création des premiers foyers, de leur appartenance, du financement, des accointances avec le pouvoir, de leur gestion et de demander vérité et justice, ainsi de suite. Et quand on voit la succession de ces événements suite au reportage qui a été fait pour pouvoir choquer, faire peur et faire taire, parce que c'est ça aujourd'hui qui est en train de s'opérer dans la société. Montrer des images chocs pour faire peur, agresser pour faire peur, clochardiser la société pour faire peur. Mais faire peur de quoi? Faire peur à ce qu'il y ait une réaction ordonnée, coordonnée, réfléchie, qui prendra le sens de la dissidence des consciences. Larbi Zouemia, sur la même question. Bon, ça me fait penser à un pays qui est situé quelque part dans une place non dévoilée. Donc, c'est undisclosed location, comme on dit, et nous sommes vraiment coincés entre deux voyelles. Nous sommes coincés dans un hiatus. Et voilà, ça sera la coupure lorsque vous, deux références du pouvoir, l'un qui était au congélateur chez Jabal, qui gère les élections, l'autre, le premier policier du pays, qui vous dit des choses vraiment anachroniques, qu'il n'y a pas de fichier national des électeurs, et que l'autre, un ministre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il foutait depuis, qui dit qu'il y a 1 million qui sont doublement inscrits.
Voilà, le qualificatif, l'épithète déjà recèle en lui-même la gravité du décor. Et c'est un décor qui n'est pas non seulement lugubre, mais il s'agit d'imagerie d'Épinal. Et nous sommes à la veille, des élections communales. Hein. De telles déclarations sont dites et par le responsable de la haute instance surveillance des élections et par le ministre de l'Intérieur, à croire qu'ils veulent les saborder. Oui, raison de plus, parce que maintenant ils chantent sur le même registre. D'une part, il n'y a pas le fichier, d'autre part, il y a 1 million qui sont en surplus. Voilà, donc je ne sais pas ce fichier-là, comment il est géré. Même les programmes qu'ils ont achetés en matière de gestion de contenu, c'est les cousins des ministres de leur famille ou les khalet ou les damet qu'ils ont vendus à l'État sous le numérisme de l'État et du gouvernement électronique. Ça va éclater un jour. Voilà, nous arrivons au dernier point. Le gaz de schiste, tous les experts conviennent d'une chose, c'est qu'il est impossible d'exploiter en les circonstances le gaz de schiste en Algérie. C'est impossible. Farhat Aitali, qui est venu dans cette émission, nous a dit c'est très simple. On leur enlève le 51-49, on leur donne du 100%. Ils ne viendront pas parce que ce gaz est inexploitable, qui coûte trop cher, qui ne se vend pas assez cher. Donc tous les facteurs convergent vers un seul constat, c'est que ce gaz n'est pas exploitable. Alors pourquoi Ouiahia nous dit qu'il faut revenir vers le gaz de schiste? Vous savez, au-delà des déclarations politiques, moi, personnellement, je ne suis pas un spécialiste des énergies fossiles. Par conséquent, l'aventurisme sur l'aspect technique, ce n'est pas du tout ma voie. Mais ce que je sais, c'est que Ouiahia est rentré dans un processus, tout comme tous ceux qui gouvernent le pays, que ce soit dans le formel ou l'informel, ce qu'on appelle de la schizophrénie. Quand il prononce ce genre de phrases, c'est pour se rassurer lui-même et non pas rassurer que ce soit le pays, parce qu'il cherchait à rassurer le pays, il aurait tenu d'autres déclarations au lieu d'avouer les caisses sont vides, y compris quand les caisses sont vides. Mais comme eux, le problème, c'est qu'ils sont illégitimes. Aujourd'hui, ils savent que c'est juste une histoire de temps et leur temps est compté. Et ils ont des indicateurs pour pouvoir mesurer, c'est-à-dire des éléments de mesure du mouvement de la société, des dynamiques, parce qu'aujourd'hui, il y a, comme on voit ce qui s'est passé à Bouzguen récemment dans la région de Tizi Ouzou, suite à la clochardisation, et d'ailleurs je passe le bonjour à la fois à mes amis et à la fois à tous les citoyens de cette région que j'affectionne particulièrement. Et ce qui se passe, c'est des petites oasis. Une assemblée l'une à l'autre va faire le lit de l'espoir que cette jeunesse va porter, et c'est juste une histoire de temps. Nous, on leur dit, vous avez la ruse, vous avez le vol, vous avez le hila, vous avez serqa, vous n'avez pas l'akhlaq, vous n'êtes ni éduqué, ni absolument rien. Vous avez tout ça. Nous, on a le temps. Très bien. Larbi Zouaimia, le mot de la fin sur ce sujet, sur cette question du gaz de schiste de Ouiahia, qui nous parle d'impôt sur la fortune, dans un pays où 80% de la masse monétaire est dans des sacs poubelles chez les gens, où il n'y a pas de carte de crédit, où il n'y a pas de chèque, où il n'y a pas de fiscalité. Et il nous parle du retour du gaz de schiste alors que tout le monde dit que ce n'est pas possible. Votre avis ? Bon, ça sera vite, je vais l'attaquer en diapo de carrousel, mais je tiens à féliciter Khona Aknin, je le salue. Si jamais, justement, c'est 51-49, il faut les trouver à 100%, il faut trouver, c'est juste le topo du gaz de schiste, vraiment, c'est justement, c'est que lorsque la maison est en effondrement, il y a quelqu'un qui fait le bruit de la vaisselle, des casseroles, c'est Ouiahia qui le fait. Bon, l'affaire de l'impôt sur la fortune, c'est vraiment un réservoir de rire et de moquerie. Voilà. C'est un pays qui n'a pas géré convenablement le système d'impôt, qui n'a pas réformé, qui ne dispose de rien du tout, qui a de la difficulté à gérer ces cotisations, c'est ce qu'on appelle les aides sociales ou les transferts sociaux, alors que l'Angleterre, je vais vous dire l'Angleterre, pour gérer convenablement
la question sociale et l'apport du gouvernement pour les ménages, ça a commencé en 1910 et ça s'est terminé dans le gouvernement Callaghan en 1975 avec Christine qui était ministre des Affaires sociales dans le gouvernement Callaghan. Justement, segmentation ou je ne sais pas quoi, maillage, il y a un système révolu, obsolète, archaïque du coq-à-l'âne, Messerdouk, le Himar, qui caractérise l'impôt. Et il ne peut pas savoir qui est riche et qui est pauvre dans un pays où des quantités d'argent, je parle du fiduciaire, pas le scriptural, le fiduciaire, le métallique, je ne sais pas, le monométallique ou le bitmétallique, je ne sais pas quoi, qui échappe au regard de l'État, il veut lui connaître qui est riche et qui n'est pas riche pour lui imposer un taxe. C'est vraiment de la foutaise. C'est tout ce que j'ai à dire, Sidi. Je vous fais merci. Merci beaucoup, Larbi Zouemia. Merci, Saïd Aknin. Merci, Rachid Mesli. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je voudrais rappeler une chose. Nous lançons encore une fois et toujours un appel à tous les gens qui représentent ce régime, qui souhaitent participer à nos émissions, de nous le faire savoir. Ils seront les bienvenus. Ils s'adresseront aux téléspectateurs de façon libre, directe, sans aucune entrave, sans aucune bride. Ils pourront tout dire ce qu'ils pensent, et ce sera aux téléspectateurs de les juger. Merci beaucoup.